Je regardais l'écran de mon téléphone, relisant son message pour la 3e fois. Je serais absente quelques heures. Juste quelques mots, des mots ordinaires, qu'une autre personne aurait pris pour argent comptant. Mais je n'étais pas un autre. J'étais celui qui, pendant 5 ans, s'était réveillé aux côtés de cette femme. Celui qui connaissait la moindre de ses intonations, chaque petite pause, et chaque mot non dit. Pourtant, ce SMS est arrivé un jeudi, à 8 heures du soir. J'étais assis au bureau, en train de terminer mon rapport trimestriel, quand mon téléphone a vibré sur la table. Irène, mon Irène. C'est ainsi que je pensais encore à elle, par simple habitude, même si, depuis 2 semaines, quelque chose se glaçait en moi, à chaque fois qu'elle effleurait ma main. Je serais absente quelques heures. Aucune explication, aucun détail. Autrefois, elle m'écrivait de véritables romans par message, où elle allait, avec qui, à quelle heure elle rentrerait, et ce qu'il fallait acheter pour le dîner. Maintenant, juste une petite phrase, suivie de points de suspension. Ces points de suspension en disaient bien plus, que tout ce qu'elle avait pu prononcer, durant ce dernier mois. Je me suis adossé à mon fauteuil, et j'ai fermé les yeux. Ma mémoire, très complaisante, m'a rappelé les images des dernières semaines. Son nouveau parfum, capiteux, oriental, si différent de sa fragrance florale et légère habituelle. J'avais envie de changement, m'avait-elle dit, lorsque je lui avais posé la question. Son téléphone, qui traînait autrefois n'importe où, ne la quittait plus d'une semelle. Posé face contre table, le son complètement coupé. Je suis juste fatigué des notifications, avait-elle expliqué. Et puis, il y avait ce regard, cette lueur particulière dans ses yeux, dont je me souvenais depuis le début de notre relation. Autrefois, c'est moi qu'elle regardait ainsi. Mais désormais, ce regard réapparaissait seulement quand elle vérifiait son écran, quand elle se préparait pour aller voir sa copine Céline, ou quand elle m'annonçait qu'elle finirait tard au travail. Je ne suis pas un idiot, je suis analyste. Mon travail consiste à trouver des schémas logiques, au milieu d'un chaos de données. Et là, les données s'assemblaient pour former une image très nette. J'ai rouvert les yeux, et j'ai regardé le message encore une fois. Mes doigts sont restés suspendus au-dessus du clavier. J'aurais pu répondre quelque chose de banal, d'accord, je t'attends. Achète du pain, je t'aime. J'aurais pu faire semblant de ne rien remarquer. J'aurais pu continuer à vivre dans ce mensonge confortable, ce monde où nous étions encore un couple heureux, occupés à planifier notre avenir commun. Mais quelque chose s'est brisé en moi. Comme un disjoncteur, ou un changement de mode. J'ai tapé, va rejoindre tes amants. Tu es libre, maintenant. Pendant quelques secondes, j'ai fixé le texte, puis j'ai appuyé sur envoyer. Les 2 coches bleues sont apparues. Distribué. Lu. Sans même attendre sa réponse, j'ai bloqué son numéro. Ensuite, j'ai ouvert tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp. Et, méthodiquement, je l'ai bloqué absolument partout. Chaque pression sur le bouton « Bloquer » m'apportait un soulagement étrange. C'était comme si je découpais un tissu malade. Une opération propre, rapide, et sans anesthésie. J'ai fermé mon rapport sans le sauvegarder, et j'ai ouvert un autre dossier, celui que j'avais créé 3 jours plus tôt, quand j'avais définitivement compris que ma paranoïa n'en était pas une. Des fichiers, des documents, des scans. Notre appartement, par exemple. Le contrat de vente était à mon nom. Je l'avais acheté 1 an avant notre rencontre. Elle s'y était simplement installée par la suite. D'un point de vue juridique, elle n'avait aucun droit sur ce logement. Elle le savait très bien. Bien sûr, je lui avais même proposé de l'ajouter sur les papiers. Ce n'est pas la peine, avait-elle répondu en riant. Je te fais confiance, pourquoi s'encombrer de cette paperasse? Les factures d'eau, d'électricité, l'abonnement Internet, tout était à ma charge. Je payais, et elle dépensait. J'ai ensuite ouvert la photo de la carte grise de la voiture. Une Peugeot 208 blanche, que je lui avais offerte pour son anniversaire, l'année dernière. Elle était tellement heureuse, elle m'avait couvert de baisers, en me jurant un amour éternel. Le propriétaire légal, c'était moi. Elle trouvait cela romantique, de me voir prendre en charge toutes ces démarches administratives. De mon côté, je pensais simplement qu'une bonne planification n'est jamais superflue. Je ne suis pas paranoïaque, je garde juste toujours une longueur d'avance.
On appelle cela de la prévoyance. J'ai commencé à rédiger des courriels. Le premier était destiné au syndic de notre immeuble, je vous prie de bien vouloir changer le code de l'interphone, et de ne plus autoriser l'accès aux personnes non résidentes. J'y ai joint une copie de mon titre de propriété, et j'ai cliqué sur envoyer. La deuxième lettre fut plus difficile à écrire. Le destinataire était Madame Mercier, la mère d'Irène. Une femme qui me considérait comme le gendre idéal, et qui, à chaque repas de famille, répétait à sa fille « Accroche-toi bien à lui, on ne fait plus des hommes comme ça de nos jours ». Nous nous entendions vraiment à merveille. Je l'avais aidée avec son prêt immobilier, lorsqu'elle avait des soucis financiers. J'avais fait des travaux dans sa maison de campagne, et je la conduisais souvent à ses rendez-vous médicaux. Chère Madame Mercier, ai-je commencé à taper. Mes doigts bougeaient vite, avec précision, totalement dénués d'émotion. Juste les faits. Juste la stricte vérité, sur ce que sa fille faisait depuis 2 mois. En pièces jointes, j'ai ajouté des captures d'écran. Nous partagions un espace de stockage en ligne, sur le cloud. Elle l'avait oublié, mais pas moi. Les échanges de messages, les photos, les données de géolocalisation. Mon curseur est resté figé au-dessus du bouton envoyer. Par la fenêtre du bureau, le crépuscule tombait. La ville de Paris allumait ses lumières. Quelque part dehors, Irène était occupée pour quelques heures. Quelque part dehors, la vie que nous avions bâtie depuis 5 ans, s'effondrait. J'ai cliqué sur envoyer. Quelqu'un a tambouriné à la porte du bureau, exactement 23 minutes plus tard. J'avais chronométré. Le gardien, en bas, l'avait apparemment laissé monter. Elle était en terrain conquis, ici. Antoine, ouvre-moi s'il te plaît. C'est un malentendu. J'étais chez le médecin. Sa voix se brisait, résonnant en écho dans le couloir désert. Tous mes collègues étaient rentrés chez eux depuis longtemps. J'ai mis de la musique. La toccata et fugue en ré mineur de Bach, à plein volume. Et j'ai continué à travailler sur mon 3e message. Ma vengeance, silencieuse et méthodique, ne faisait que commencer. Au petit matin, elle a fini par arrêter d'appeler avec des numéros inconnus. J'en étais certain. J'ai vérifié mon téléphone à 7 heures, quand le réveil m'a tiré d'un sommeil étrange et agité. Le dernier appel datait de 4h42. Un numéro masqué. Je n'avais pas décroché, pas plus que pour les 17 tentatives précédentes. J'étais juste resté allongé dans l'obscurité, à écouter les vibrations du téléphone, contre le bois de la table de chevet. L'appartement me semblait plus grand sans elle. Ou peut-être, tout simplement, plus vide. Je me suis levé, j'ai préparé mon café avec une cafetière italienne, ce qu'elle détestait car c'était trop long, réclamant sans cesse une machine à capsules. Ensuite, je suis sorti sur le balcon. Notre cour intérieure servait de parking. Et là, garée sur ma place attitrée sous mes fenêtres, se trouvait la Peugeot blanche. Celle-là même que je lui avais offerte l'an dernier, avec du champagne, et des promesses d'amour éternel. J'ai plissé les yeux. Il y avait quelqu'un dans la voiture. Une silhouette, sur le siège conducteur incliné vers l'arrière. Irène. Elle avait passé la nuit là, dans la voiture, en plein mois de janvier, alors que la température était descendue à -5 degrés. Une infime partie de moi, presque imperceptible, a tressailli de pitié. Le reste de mon être est resté aussi froid que l'air du matin. Techniquement, elle se trouvait en ce moment même dans un véhicule volé. Je ne lui avais pas donné l'autorisation de l'utiliser. J'en étais le propriétaire, et j'avais les papiers avec moi. Elle était au volant, sans procuration. J'aurais pu appeler la police sur le champ, mais je ne l'ai pas fait. Cela aurait été beaucoup trop rapide. Beaucoup trop facile. La vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut savoir l'étirer, la savourer, la doser. Qu'elle reste assise là encore un peu, qu'elle gèle, et qu'elle réfléchisse. J'ai fini mon café, j'ai pris une douche, et je me suis préparé pour aller travailler. J'ai enfilé mon costume, ce fameux costume bleu marine qu'elle qualifiait de tenue de banquier, et dans lequel je me sentais absolument invincible. Je me suis regardé dans le miroir. Aucune cerne sous les yeux, aucun signe de nuit blanche. Seulement un léger sourire. Un sourire froid, et carnassier. Je suis arrivé au bureau une demi-heure avant le début de la journée.
Les couloirs étaient vides. Il n'y avait que Thérèse, la femme de ménage, qui lavait le sol au 3e étage. Je l'ai salué d'un signe de tête, et je me suis dirigé directement vers le bureau de Monsieur Laurent, notre directeur. Il arrivait toujours très tôt, un vieux réflexe de sa longue carrière. J'ai frappé, et je suis entré. Antoine ? Le directeur a levé les yeux de ses documents. Tu es bien matinal. Un problème avec le rapport ? Non, Monsieur Laurent. Le rapport est prêt, je vous l'enverrai avant midi. J'ai plutôt une requête d'ordre personnel. Je me suis assis en face de lui. Un silence s'est installé. Le directeur me regardait, dans l'attente. Nous travaillons ensemble depuis 4 ans, et je n'avais jamais demandé la moindre faveur. Il s'agit d'Irène, du service marketing, ai-je commencé, en forçant une voix légèrement fatiguée. Nous nous sommes séparés. Hier soir. C'est très dur. Je n'ai pas envie de travailler dans le même bâtiment, de la croiser sans arrêt dans les couloirs ou à la cafétéria. Vous comprenez ? Monsieur Laurent a hoché la tête. Il comprenait parfaitement. 1 an auparavant, il avait lui-même divorcé, après 20 ans de mariage. Et que proposes-tu ? A-t-il demandé prudemment. J'espère que tu ne comptes pas démissionner. Tu es notre meilleur spécialiste. Non, pas du tout. Mais je sais que nous avons une succursale dans la zone industrielle en périphérie, et qu'il cherche aussi quelqu'un en marketing. Si je me souviens bien. Serait-il possible de l'y transférer ? Elle garderait le même salaire, et les mêmes responsabilités. Ce serait juste dans un autre bâtiment. J'ai marqué une pause, en regardant par la fenêtre. C'est vraiment difficile pour moi, Monsieur Laurent. Nous avons passé 5 ans ensemble. Le directeur est resté silencieux pendant une bonne minute. Puis, il a saisi son téléphone, et a composé un numéro interne. Sylvie, c'est Victor. Nous avons une question de ressources humaines à régler ce matin. À l'heure du déjeuner, Irène était officiellement mutée à la succursale de la banlieue éloignée. Son salaire était bel et bien resté le même, je n'avais pas menti. En revanche, le trajet depuis son appartement de location, là où elle allait devoir retourner puisque ma porte lui était désormais fermée, lui prendrait maintenant 2 heures en transport en commun. Dans un seul sens. Cela faisait 4 heures de trajet par jour, plus ses 8 heures de travail, et son sommeil. Il ne lui resterait pratiquement plus aucun temps libre pour vivre. De retour dans mon bureau, j'ai vu qu'elle avait essayé de m'appeler encore 3 fois, depuis son poste fixe. La naïve. Elle s'imaginait que je ne reconnaîtrais pas le numéro de l'entreprise. Le soir, j'ai retrouvé André dans un bar du quartier d'Oberkampf. André Chevalier, son meilleur ami depuis l'université. Un grand type sportif, avec une barbe de 3 jours permanente, et le charme typique d'un ancien capitaine d'équipe de foot. Je ne lui avais jamais fait confiance. Mais Irène en riait toujours, tu es jaloux d'André ? Mais c'est comme un frère pour moi. Les frères ne regardent pas leur sœur de cette façon. Et j'avais bien remarqué ses regards. Écoute, Antoine, a-t-il commencé, à peine m'étais-je assis. Irène m'a appelé, elle pleurait à chaudes larmes au téléphone. Elle m'a dit que tu l'avais mise à la porte, et bloquée de partout. C'est vrai ? J'ai commandé un whisky, j'ai attendu que le serveur me l'apporte, et j'ai pris une gorgée. C'est vrai. Et en quoi ça te regarde ? Comment ça, en quoi ça me regarde ? On est amis, non ? Vous êtes tous les deux mes amis. Vous ne pourriez pas juste discuter calmement ? Elle m'a dit que c'était un énorme malentendu. Un malentendu, ai-je répété avec un petit rire jaune. Je vois. Écoute, puisque nous sommes amis, et que tu t'inquiètes tellement pour elle, tu vas pouvoir m'aider sur un point. André s'est soudainement tendu. Tu te souviens qu'il y a 6 mois, tu m'as emprunté 3000 €, soi-disant pour payer les frais médicaux de ta mère. Je ne t'ai pas pressé pour le remboursement. Mais là, j'ai un besoin urgent d'argent. Tu peux me les rendre ? Le visage d'André s'est décomposé. Oh oui, il s'en souvenait. Il s'en souvenait parfaitement. Tout comme il se souvenait qu'il ne m'avait pas remboursé le moindre centime. En réalité, il n'y avait jamais eu de frais médicaux. Il avait simplement tout perdu au poker,
en s'endettant auprès de personnes peu recommandables. Antoine, tu sais bien que c'est un peu serré pour moi en ce moment. D'ici la fin du mois, peut-être que je pourrai. J'ai besoin de cet argent pour payer un avocat, les jeux coupés, en durcissant le ton de ma voix. Irène veut me traîner en justice pour récupérer la moitié de l'appartement. Elle prétend qu'après 5 ans de vie commune, elle y a droit. C'est absurde, évidemment. Mais tu connais le système judiciaire de notre pays. C'était un mensonge. Un mensonge effronté, et purement cynique. Mais André n'y connaissait absolument rien en droit. Il est devenu blême. La moitié? Sérieusement? Mais l'appartement est à ton nom. Exactement. C'est pour cela qu'il me faut un excellent avocat. Et j'ai besoin de mon argent. Ces 3 000 €, je les veux pour la fin de la semaine, André. Je ne te pose pas une question, je t'exige de régler ta dette. Il a hoché la tête précipitamment, l'air terrorisé. Oui, bien sûr. Je vais trouver une solution. Promis, je vais trouver. Nous sommes restés assis encore une vingtaine de minutes. Il a passé son temps à triturer nerveusement sa serviette en papier, et n'a plus osé prononcer le nom d'Irène. Quand nous nous sommes dit au revoir sur le trottoir, il avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans. En marchant vers ma voiture, je pensais à la facilité avec laquelle les belles illusions sur l'amitié s'effondrent, dès qu'il est question d'argent. Les amis d'Irène devenaient tous soudainement très compréhensifs, et très silencieux, lorsqu'ils réalisaient que soutenir leur ancienne copine risquait de leur coûter très cher. Mon téléphone a vibré. Un message de Madame Mercier, mon ex-belle-mère. Antoine, je suis sous le choc. Viens me voir s'il te plaît, il faut qu'on parle. J'ai souri, et j'ai effacé le message sans y répondre. Non, Madame Mercier, nous n'avons plus rien à nous dire. Vous avez reçu les preuves. Le reste, c'est désormais une affaire de famille, qui ne me concerne plus. Je me suis installé au volant, et j'ai regardé l'heure. 21 h. Je me demandais où pouvait bien être Irène, en ce moment précis. Toujours cachée dans sa petite Peugeot blanche, où avait-elle fini par trouver un endroit où dormir? Ce n'était plus mon problème. Cela ne serait plus jamais mon problème. Une semaine plus tard, elle m'a intercepté devant mon immeuble. Je rentrais du travail. Il était environ 8 h du soir, et la nuit tombait tôt en ce mois de janvier. J'ai garé ma voiture, et j'ai sorti mes sacs de course du coffre. J'avais prévu de passer une soirée tranquille, préparer un bon steak, ouvrir une bouteille de vin rouge, et regarder une série sur Netflix. La vie sans drame devenait étonnamment agréable. Et c'est là que je l'ai vue. Elle se tenait debout près de la porte d'entrée, grelottant de froid. Elle portait une vieille veste, celle-là même qu'elle voulait jeter il y a 2 ans. Je l'en avais dissuadée à l'époque, pourquoi la jeter? Elle peut encore servir. Ses jeans étaient couverts de taches de saleté aux genoux, et ses cheveux, non lavés, étaient ramenés en une queue de cheval négligée. Son visage. Mon Dieu, son visage. Ses cernes sous les yeux étaient foncées, presque violets. Sa peau était grise, terne, sans aucune vie. Ses lèvres étaient complètement gercées. Elle n'avait visiblement pas bu assez d'eau. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Ce qui, à bien y réfléchir, n'était sans doute pas très loin de la vérité. Quand nos regards se sont croisés, elle s'est avancée vers moi. Antoine, je t'en supplie, laisse-moi te parler 5 minutes. Je vais tout expliquer. Sa voix était rauque, sans doute parce qu'elle avait attrapé un rhume. Ce n'était guère surprenant, si elle avait réellement dormi dans sa voiture. Je me suis arrêté. J'ai fait passer mes sacs d'une main à l'autre, et je les regardais comme si je la voyais pour la toute première fois. Avec distance. Sans colère, sans pitié. Avec un simple regard d'évaluation, comme on dévisage un parfait inconnu. Il n'y a rien à expliquer, Irène. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois l'assumer. Je ne t'ai pas trompé. Sa voix s'est brisée, montant presque dans les aigus, et l'écho a résonné contre les murs du hall de l'immeuble. Je te le jure sur tout ce que j'ai de plus cher. J'étais vraiment chez le médecin. J'ai de graves problèmes de santé. Je voulais d'abord passer tous les examens, pour être sûr, avant de t'en parler.
Je ne voulais pas t'inquiéter à l'avance. Elle parlait très vite, bousculant ses propres mots. Ses mains tremblaient. Je pouvais lire un profond désespoir dans ses yeux. Un désespoir brut et authentique. J'y ai presque cru. Presque. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai fait glisser mon doigt sur l'écran. J'ai trouvé le dossier que je cherchais, et j'ai tourné l'appareil vers elle. Les captures d'écran. Ses conversations. Ses échanges avec Maxime Renaud. Ce fameux médecin. Les photos de son profil étaient très claires, 32 ans, marié, père de 2 enfants, responsable commercial dans une concession automobile. Quel genre de médecin, bon sang? Mon petit Max. Tu me manques. Quand est-ce qu'on se voit? Je n'en peux plus d'attendre. Invente une excuse. Dis à ta femme que tu finis tard. Les dates, les heures, la localisation GPS des petits hôtels de banlieue. J'avais trouvé tout cela sur notre espace cloud partagé. Nous avions lié nos comptes 3 ans auparavant, lorsqu'elle avait perdu son téléphone et qu'elle essayait de récupérer ses photos. Nous avions activé la synchronisation automatique. Elle l'avait oublié. Moi, non. Irène fixait l'écran, et je pouvais voir toutes les couleurs quitter lentement son visage. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Juste un long souffle, une longue expiration douloureuse. Comment as-tu? Peu importe. J'ai remis mon téléphone dans ma poche. Ma voix était calme, à la limite de l'indifférence. Ce qui importe vraiment, c'est autre chose. Ta mère possède désormais ces mêmes captures d'écran. D'ailleurs, elle est profondément déçue. Elle m'a dit qu'elle ne reconnaissait plus sa propre fille. Un silence pesant. Sa respiration s'est soudain accélérée. Ton patron a également reçu ces images. Par courrier anonyme, directement sur son adresse professionnelle. Il n'a pas beaucoup apprécié. Les relations au bureau sont mal vues chez vous, mais alors, avoir une liaison avec un homme marié, c'est encore pire. Et en parlant de son mari, j'ai fait un pas dans sa direction, et elle a reculé d'instinct, j'ai écrit à la femme de Maxime. Elle s'appelle Sophie, je crois. C'est une très belle femme, j'ai vu ses photos. Ils ont 2 enfants, un garçon et une fille. Je lui ai écrit anonymement, bien sûr. Je me suis contenté de lui transférer tous vos petits messages mielleux, toutes vos photos, et tout votre romantisme. Irène s'est doucement affaissée sur le bord du trottoir. Elle n'est pas tombée d'un coup, elle s'est littéralement écroulée sur elle-même. Comme si ses jambes avaient soudainement refusé de la porter. Elle a pris sa tête entre ses mains, mais elle n'avait plus de larmes. Elle avait déjà tout pleuré au cours de cette dernière semaine. Tu as détruit ma vie, a-t-elle murmuré dans un souffle. Pourquoi? Pourquoi? Je me suis accroupi, pour que nos yeux soient exactement au même niveau. Tu oses vraiment me demander pourquoi? Tu m'as pris pour un idiot, Irène. Tu t'es dit que tu pouvais entretenir une liaison sous mon nez, pendant que je continuerais à sourire bêtement, et à payer toutes les factures. Tu as cru que j'étais complètement aveugle, ou terriblement faible? Je voulais que ça s'arrête. Sa voix tremblait pitoyablement. C'était une erreur. Je m'en rendais compte, mais je ne savais pas comment m'en sortir. Il m'a menacé. Il a dit qu'il te raconterait tout, si je le quittais. J'étais perdu, Antoine. J'avais tellement peur. C'est un mensonge, ai-je tranché net. Le dernier message que tu lui as envoyé date d'avant-hier. Il disait, tu me manques, mon cœur. Ça ne ressemble pas vraiment à du chantage. Elle est restée muette. Elle n'avait plus aucun argument. Elle n'avait plus aucune excuse à me fournir. Je me suis relevé, j'ai épousseté les genoux de mon pantalon, et je l'ai regardé de haut. Tu sais ce qui est le plus ironique dans tout ça, ai-je demandé. Et il n'y avait aucune trace de colère dans le son de ma voix. Seulement une curiosité froide et détachée. Si tu étais simplement venu me voir, et que tu m'avais dit, Antoine, je suis tombée amoureuse d'un autre homme. Je veux te quitter. Je t'aurais laissé partir. J'aurais eu mal, bien évidemment, j'aurais été blessé, mais je t'aurais laissé faire. Je t'aurais même aidé à déménager. Je serais resté un être humain décent. J'ai sorti les clés de l'immeuble.
Mais tu as décidé que j'étais un imbécile. Tu t'es dit que tu pouvais vivre une double vie, me mentir, trouver des subterfuges. Tu as cru que je ne remarquerais rien. Que je ne saurais rien, et que j'avalerais la pilule en silence. Et c'est pour ça, Irène, que tu vas payer. Chaque jour, et chaque minute. J'ai inséré la clé dans la serrure. Ta mère ne veut plus entendre parler de toi. J'y ai veillé personnellement. Tes amis te tournent le dos. Ils n'ont pas envie de s'attirer d'ennui. André, par exemple, évite tes appels exprès, j'ai vérifié. Tu vas devoir travailler à l'autre bout de la ville, avec 4 heures de trajet quotidien. Ta réputation est ruinée. La femme de Maxime a déjà transféré vos conversations à tout le monde. Elle fait une dépression nerveuse, et elle réclame ta tête. J'ai tourné la clé. Et à chaque fois que tu contempleras les ruines de ton existence, tu te souviendras d'une chose, c'est moi qui avais construit tout ça pour toi. L'appartement dans lequel nous vivions, la voiture que tu conduisais, les relations qui t'avaient permis d'obtenir un bon poste. La stabilité. La sécurité de l'avenir. La porte de l'immeuble s'est déverrouillée dans un léger cliquetis. Regarde bien ce qu'il en reste, maintenant. Et comprends une chose essentielle, je sais très bien construire, Irène, mais je suis également très doué pour tout détruire. J'ai fait un pas à l'intérieur, puis je me suis retourné une dernière fois. Au fait, je récupère la voiture après-demain. Elle m'appartient. J'ai les papiers avec moi. Si tu t'avises de la conduire, je porterai plainte à la police pour vol. C'est juste pour que tu sois prévenu. Antoine, s'il te plaît. Sa voix n'était plus qu'un chuchotement inaudible. Adieu, Irène. La lourde porte s'est refermée derrière moi, dans un claquement sec et définitif. J'ai monté les escaliers très lentement, en sifflotant un petit air dont je n'arrivais pas à me rappeler le nom. Dans ma poche, mon téléphone a vibré. Un message de mon agent immobilier, Antoine, d'excellentes nouvelles. Un acheteur a versé un acompte. Nous pouvons signer la vente dans 2 semaines, au prix que nous avions convenu. Je me suis arrêté sur le palier, entre 2 étages, et j'ai regardé par la fenêtre. En bas, près de l'entrée, la petite silhouette recroquevillée était toujours assise sur le bord du trottoir. J'ai souri. Dans 1 mois, je ne serai plus ici. J'aurai une nouvelle ville, et un nouveau travail. J'ai déjà reçu une excellente offre pour aller m'installer à Lyon. Une nouvelle vie m'attendait, tandis qu'elle resterait coincée ici, au milieu de tout ce que j'avais si minutieusement détruit. Et cela lui rappellerait mon souvenir, chaque jour que Dieu fait. La vengeance est un article. Et je me suis découvert les talents d'un grand artiste.